Can you tell me a story? Sure. Once upon a time, a mom needed a new car. Was she brave? She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required. Did she have to fight a dragon? Nope, she bought it 100% online. From her bed, actually. Was it scary? Honey, it was as unscary as car buying could be. Did the car have a sunroof? It did, actually. Okay, good story. Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. Salut à toutes, salut à tous, 5e étape de la Vuelta aujourd'hui et c'est enfin l'arrivée en Espagne après avoir visité Monaco, la France et Andorre. Le 4e pays de cette Vuelta, c'est l'Espagne. Et on commence ce périple espagnol par une étape pour Puncher Sprinter, étape de 173 km, relativement plat sur les 115 premiers kilomètres et puis ensuite on a 4-5 ascensions qui vont s'enchaîner. Une seule est répertoriée et offrira des points pour le classement de la montagne. C'est la dernière, l'Alto de Pols, qui est la plus dure, 4 km à 6,6% de moyenne. Mais auparavant, on en aura 2-3 autres qui seront aussi autour de 5,7, 6,4 sur 2-3 km à chaque fois et qui feront aussi mal au peloton. Après la dernière ascension, une descente sur une dizaine de kilomètres et puis les 15 derniers kilomètres qui sont tout plats jusqu'à l'arrivée. Autrement dit, ça sent le match entre les sprinteurs qui savent grimper comme Wout van Aert ou Mats Pedersen, et on peut s'attendre à voir la Lidl Trek ou la Visma Lease Bike rouler à fond dans ces ascensions pour lâcher les purs sprinteurs, ceux qui grimpent un peu moins, comme Caden Groves, comme Jordi Meus, Alberto Dainese, Vincenzo Albanese, Hugo Hofstetter ou encore Stéphane de Schwittner. Et puis par contre, il y a ceux qui, même si ça monte vite, ça ne devrait pas leur poser de soucis, devraient être là dans le final. Des coureurs comme Luis Aolar pour la Movistar, Mathieu Brennan aussi, équipier de Wout van Aert. Est-ce que ça sera pour Brennan ou pour Van Aert aujourd'hui? On ne sait pas trop. Axel Laurence pour la Net Compagnie Neos. Pau Mikel, deuxième il y a 2 jours pour la Bahn Victorieuse. Attention à lui. Brian Coca ou Rasmus Stiller auront aussi des ambitions aujourd'hui pour cette étape qui ne devrait pas être remportée par Tadej Pogačar. Profitons-en parce que ce ne sera pas le cas de toutes. Jusqu'à la fin de cette Vuelta, il a déjà assommé le classement général, mais aujourd'hui, les leaders devraient rester au chaud du peloton. Il ne devrait pas y avoir de match entre tous les coureurs du top 10. Mais bon, c'est jamais quand même. 4 km à 6,6%, c'est quand même pas très facile. Malgré tout, ce sont les hommes rapides, les grosses cuisses, qui devraient aller se disputer la victoire aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. On est parti, le kilomètre 0 pour les coureurs. Et puis bien sûr, il y aura de la bataille pour l'échappée parce que c'est aussi une étape qui pourrait convenir à une échappée. Ce profil un petit peu vallonné sur la fin, s'ils ont suffisamment d'avance. Derrière, les équipes de sprinteurs ne vont pas tout rouler parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur sprinter pourra passer ces difficultés. Donc il devrait y avoir des motivés pour prendre l'échappée aujourd'hui. Et puis malheureusement, on a un non partant. C'est Kian Wijdebrooks qui a vécu encore une fois un grand tour problématique. Il avait déjà abandonné sur le Tour de France rapidement cette année. Il était malade. Là, c'est à cause d'une chute lors de la 2e étape. Il ne s'est jamais remis. Fracture de la cheville, a priori, pour Kian Wijdebrooks qui tarde à confirmer tout le bien qu'on pensait de lui dans sa jeunesse. Et là, ça commence à faire beaucoup de problèmes pour le jeune Belge de la Movistar, donc, qui abandonne. Heureusement, Enric Mas, lui, a l'air plutôt en forme dans cette équipe et sera un concurrent pour le podium, peut-être jusqu'au bout. Un premier groupe là qui prend un petit peu d'avance. Avec attention, un coureur dangereux, Fredrik Sversnes. Il a fait le coup sur le Giro de remporter une étape qui semblait désignée pour les sprinteurs. Et c'est lui là le premier attaquant du jour. Il va être rejoint par quelques autres coureurs. On retrouve notamment là Stefan Kung pour la Tudor. En plus, c'est un sacré atout dans une échappée, Stefan Kung. Un coureur de la Picnic Pastenel qui arrive aussi en contre là. Mattia Gaffouri. Et puis, on a d'autres aussi, un coureur pour la Pinarello Q36.5 avec Walter Calzoni. Et Diego Uriarte pour la Kern Pharma. Voilà encore un coureur que l'on voit beaucoup, Diego Uriarte pour la Kern Pharma qui se porte à l'avant. Et là, c'est 5 coureurs qui commencent à creuser un petit peu. Il n'y a encore pas de coureurs de la Burgos là. Ils sont où la Burgos, bon sang? C'est quand même un petit peu leur rôle de prendre les échappées. Mais ils sont encore une fois en train de rater le bon coup, j'ai l'impression. Et ils creusent rapidement. On est parti depuis à peine 20 km. Et il y a 2 minutes d'avance pour les 5 coureurs à l'avant. L'échappée du jour est donc déjà faite.
Ça n'a pas attaqué dès le kilomètre 0. On a attendu 5-6 km avant de lancer les premières offensives. Mais en gros, la première tentative a été la bonne, initiée par Frédéric Versness. Avec lui, Stefan Kung, Walter Calzoni, Diego Uriarte et Mattia Gaffouri. Absolument personne de dangereux au classement général pour Tadej Pogačar ni pour les autres coureurs du top 10. Ils sont tous à plus de 20 minutes. Donc c'est une belle échappée avec des bons coureurs qu'il va falloir prendre au sérieux. Ah, l'incident mécanique, là, qu'est-ce qui se passe pour Stefan Kung dans l'échappée? Ah, il a un problème avec son vélo. Ah, ça c'est le coup dur parce que Stefan Kung, évidemment... Ah ouais, mais en plus, ça prend du temps à être réparé a priori. Stefan Kung, là... qui semble du coup, ouais, il n'a pas l'air de repartir à fond. C'est dur. C'est dur pour lui parce que forcément, quand on est dans l'échappée, c'est pas toujours facile quand même de prendre l'échappée. Donc quand on est devant, on est content. Mais alors c'est aussi dur pour ses compères d'échappée qui étaient bien contents d'avoir un des meilleurs rouleurs du monde avec eux en la personne de Stefan Kung. Mais là, cet incident mécanique fait qu'il va être repris par le peloton finalement. Et on n'aura donc plus que 4 coureurs dans l'échappée. Ça change un peu les choses, hein. Un coureur de moins, mais en plus, quand ce coureur est de l'acabit de Stefan Kung, forcément les chances d'aller au bout d'un seul coup diminuent pas mal. C'est bien dommage. Et dans le peloton, on voit la Net Company Neos qui se met à rouler. Étonnant, c'est ni la Lidl Trek ni la Visma, c'est la Net Company Neos, très certainement pour Axel Laurence, voire pour Ben Turner, qui auront leur chance aujourd'hui. Le peloton qui va très vite. Le peloton qui va très vite et l'écart qui est monté à 2 minutes, ça n'aura pas duré longtemps. Il est très rapidement descendu. Là, il y a déjà plus que 55 secondes. On est à 113 km de l'arrivée. On est parti depuis une cinquantaine de kilomètres. Et cette rapidité du peloton, ça s'explique aussi par la présence de vent qui annonce un risque de bordure. Et du coup, tout le monde veut mettre son leader ou son sprinter devant. Et du coup, on essaie d'aller plus vite que le voisin. Donc là, ça va à fond. Là derrière, on a un problème mécanique pour Xavier Miguel Asparen. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour changer son vélo. Pour l'Espagnol, lui donner un vélo, c'est pas le bon. Ça va lui donner un sacré effort pour rentrer ensuite sur le peloton parce que là, ça va très vite. L'écart qui n'est plus que de 43 secondes même désormais avec les échappées qui peut-être pourrait être rattrapé dans les 10 prochains kilomètres. Et c'est Mats Pedersen lui-même là qui est en tête du peloton avec Mathias Kjelmose dans sa roue pour aller le plus vite possible pour tenter de faire des bordures, des cassures et ça marche un petit peu. Il y a des coureurs vraiment à l'arrière qui sont en difficulté. Probablement qu'on essaye de piéger Félix Gall qui a un petit peu la réputation d'être pas très fort sur ses phases de course, dans le placement, dans le vent. Et là, l'effort de Mats Pedersen, relayé par les coureurs de la Visma Lease Bike aussi, pour Sepp Kuss, par ceux de la Net Company Neos, pour Oscar Only. On veut mettre Gall en difficulté. Et le peloton qui a explosé en 3 parties, des petits groupes à l'arrière, notamment avec Ethan Hayter. Puisque Ethan Hayter, si vous le cherchez dans le peloton, c'est toujours le dernier. Il ne supporte pas les frottements, la bataille, il est toujours dernier. Donc voilà, il est dans le groupe de lâcher le maillot vert, celui qui porte le maillot vert par procuration. Un groupe d'une dizaine de coureurs là avec Ethan Hayter. Et puis il y a un deuxième groupe un petit peu où on retrouve des coureurs de la Décathlon. C'est peut-être là qu'est Félix Gall. En tout cas, devant, on ne se relève pas. Et on reprend les échappées. Alors les échappées, c'est les victimes collatérales de ce mouvement de course, de ce vent. Walter Calzoni, Frédéric Versness, Mattia Gaffouri, Diego Uriarte qui sont repris là par le peloton. Plus d'échappées. Par contre, on a des bordures. On est à 97 km de l'arrivée. Et attention, cette étape pourrait finalement peut-être créer des surprises et faire des écarts au général si on a des coureurs piégés. Et le peloton qui se calme d'un seul coup là, dans une partie où le vent est moins favorable à des bordures. Ça se regroupe, les coureurs qui étaient un petit peu lâchés à l'arrière sont rentrés. Pas d'échappée devant. On a désormais un peloton entièrement groupé. Est-ce qu'on va avoir des motivés pour reformer une nouvelle échappée? Ou est-ce qu'on va rester groupé comme ça jusqu'au bout là? Tiens, Ethan Hayter, décidément, c'est peut-être le coureur qu'on voit le plus depuis le début de cette Vuelta. Alors souvent malchanceux, même très malchanceux. Battu de 9 centièmes lors de l'étape inaugurale par Tadej Pogačar sur le chrono. Il s'est battu comme un diable lors de la deuxième étape pour prendre 6 secondes de bonification pour finalement perdre 30 secondes à la fin de l'étape. Lors de la troisième étape, il s'est encore une fois démené pour aller chercher le sprint intermédiaire, prendre 20 points. Sauf que l'étape a été annulée, on ne lui a pas compté ses 20 points. Il n'est pas démoralisé, puisqu'après avoir passé toute l'étape à l'arrière, il attaque là, Ethan Hayter, avec comme objectif de passer une nouvelle fois en tête au sprint intermédiaire qui aura lieu dans une quinzaine de kilomètres. Pour l'instant, il est tout seul à être sorti, personne qui ne l'a accompagné. Il peut se faire un petit chrono de 15 km et ensuite se faire rattraper par le peloton.
Ça lui permettra de prendre 20 points dans ce classement. Mais il restera quand même bien derrière Tadej Pogacar. Mais si après il fait le sprint, qu'il fait une bonne place, pourquoi pas petit à petit être enfin officiellement porteur de ce maillot vert. C'est bien joué de la part d'Ethan Hayter qui compte 32 secondes d'avance. Là, au moment où il va arriver vers ce sprint intermédiaire, les 20 points seront pour lui. Les 6 secondes de bonification aussi qui sont là à ce sprint intermédiaire. Par contre, derrière, il y aura encore 4 et 2 secondes en plus des points pour le maillot vert. Est-ce que des coureurs du classement général et notamment ceux qui luttent pour le podium vont se livrer pour aller chercher là, les petites secondes qui restent pour l'instant dans le peloton? C'est la Visma Lease Bike qui est en tête. Les 8 premiers coureurs de ce peloton sont les 8 coureurs de la Visma. Allez, ça va être fait officiellement là pour Ethan Hayter, voilà, qui passe la ligne, qui prend les 20 points. Est-ce qu'il va insister maintenant ou se relever? Metavi qui va plutôt se relever, d'autant plus qu'immédiatement après ce sprint, ça y est, ça va être le début des difficultés, des premières ascensions, même s'ils ne sont pas répertoriés. On a 3 premiers kilomètres là, qui vont arriver à près de 6% de moyenne. Et derrière le sprint dans le peloton, c'est Wout van Aert qui fait une petite accélération amenée par ses équipiers. Et là, c'est pas pour les secondes, c'est bien sûr pour le classement du maillot vert pour lequel il aimerait peut-être aller batailler. Et derrière lui, c'est même 2 de ses équipiers, encore 2 coureurs de la Visma qui passent en 3 et 4e position. Personne d'autre ne s'en est soucié, aussi bien pour les secondes que pour les points du maillot vert. 58 km de l'arrivée, aucune échappée depuis que Ethan Hayter tout seul en échappée, mais là je vois son coup de pédale, il n'a pas l'air de forcer le talent, il va être rapidement repris. Et c'est la Visma probablement qui va continuer son travail, faire les ascensions le plus rapidement possible en essayant de lâcher des sprinteurs pour ensuite permettre à Wout ou à Mathieu d'aller chercher la victoire dans le final. Allez là, enfin un coureur qui anime un petit peu cette étape là, qui devenait de plus en plus lancinante. On a fait la première ascension de manière assez tranquille, mais là dans une autre ascension non répertoriée, c'est Andreas Kron pour l'UnoX Mobility qui sort du peloton tout seul. Personne qui le poursuit. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir 2-3 coureurs avec lui. Malheureusement pour l'instant il est tout seul, Andreas Kron. Le peloton qui accélère enfin afin d'être le mieux placé au pied de la dernière difficulté, celle qui est répertoriée, le Puerto de Pauls. 4 km à 6,6% et avec un premier kilomètre à 11% de moyenne sur une petite route étroite. Et là, ça va être fatal à Andreas Kron. Il est sorti tout seul, il a compté jusqu'à 30-40 secondes, mais là, il est repris juste avant le Puerto de Pauls. Ça y est, c'est parti pour cette ascension. On voit Caden Groves qui est en dernière position déjà du peloton. C'est pas bon signe, là, il n'est pas très bien placé quand même. Pareil pour Ethan Hayter. Mais pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui durcit vraiment le rythme. Maintenant qu'on est dans cette ascension, c'est même Pogacar là, qui est aux avant-postes, mais pas pour accélérer. On a Sepp Kuss, on a Oscar Only. Alors qu'à l'arrière, on voit Caden Groves. Ouais, il n'a pas l'air d'insister, Caden Groves. Non, il est distancé, ça ne sera pas encore pour lui aujourd'hui. Il attendra un profil un petit peu plus favorable pour lui. Qu'est-ce qu'il a, Mats Pedersen? Là, il est dans le dur, il avance au ralenti. C'est pas du tout du grand Mats Pedersen là. Il a travaillé en début d'étape pour Skelmose. On se disait, bon, il va faire des petits efforts, mais on ne pensait pas qu'il serait lâché là dans cette ascension. Ça ne sera pas pour le Danois aujourd'hui. Et c'est tout, bien sûr, pour la Visma Lease Bike qui, avec Van Aert, Brennan ou Laporte qui sont toujours là, peut voir venir. La Team Emirates qui mène là au moment où on va arriver au sommet. Il y a des petits points à prendre. 3, 2 et 1 point. Est-ce qu'il allait faire l'accélération Pogacar? Non, c'est un coureur de l'XDX Astana qui tente d'accélérer, mais il n'y a pas l'espace, il ne peut même pas passer. Ça sera un équipier de la Team Emirates qui passe en tête. Lorenzo Fortunato, le deuxième du classement de la montagne, n'était plus là, lui. Il n'a pas pu prendre de points non plus. Bon, on est monté au train, c'est monté un petit peu rapidement. On a eu des sprinteurs lâchés, notamment Caden Groves et Mats Pedersen. On voit Magnus Cort aussi en difficulté. Mais il reste quand même pas mal de monde dans ce peloton. Désormais, on a 10 km de descente, 15 km de plat. Et sincèrement, je vois pas trop comment la Visma ne pourrait pas s'imposer aujourd'hui, à moins d'une performance incroyable peut-être d'un Pau Mikel qui lui doit être encore là. Hugo Hofstetter aussi, je ne l'ai pas vu distancer. Or Louis Solar très certainement lui aussi est toujours là pour la Movistar, mais ça va être compliqué de battre le trio Laporte, Van Aert, Brennan. Tiens, Xavier Miguel Asparren, qu'on avait vu un petit peu distancé en début de course suite à un problème technique, là il est à l'avant, il attaque. Il est poursuivi par Wout van Aert évidemment qui peut faire en sorte que plus personne ne sorte. On veut aller au sprint désormais. Dans un peloton d'une centaine de coureurs. Est-ce qu'il y a encore Jordi Meus aussi dans ce groupe? Je ne l'ai pas vu distancer. Il pourrait être encore là. Et ça, ce serait aussi un danger quand même
pour la Visma pour la victoire d'étape. Pour l'instant, Xavier Miguel Asparen qui ne se relève pas, mais il a seulement 2-3 secondes d'avance sur le peloton qui est très étiré alors que l'on est à 12 km de l'arrivée. On va avoir notre sprint aujourd'hui, un sprint avec une bonne moitié du peloton alors qu'on passe la banderole des 4 km de l'arrivée. Et il y a quand même quelques adversaires. Pour Mathieu Brennan, on a la NSN là, de Hugo Hofstetter qui se met en position. Il y a du monde pour la Soudal Quick-Step aussi, donc je pense que Alberto Dainese est toujours là. Jordi Meus est bien là, donc attention à lui et à son équipier Finn Fischer-Black. Brian Cocard qui est en train d'être remonté par la Cofidis. Pour la Lotto, on a encore Vito Brett, que j'avais pas trop cité, qui est là. Il n'y a pas de Mats Pedersen, mais il y a Thibaut Nice qui peut-être fera le sprint, parce qu'en plus c'est dans un léger faux plat montant, donc ce ne sera pas facile. Pour Mikel, pour la Bahrain Victorious, je ne l'ai toujours pas vu, mais je suis à peu près certain qu'il est encore là. Pareil pour Orlui Saola. Donc il y a du monde qui vont tenter de battre le grand favori quand même là, qui est Mathieu Brennan. Tiens, Luno X aussi qui se montre. Peut-être que Rasmus Stiller est encore là, parce que Magnus Cort, lui, n'est pas là, c'est sûr. L'X-Deis Astana, qui aussi essaye de se replacer, peut-être pour Alessandro Romele aujourd'hui. Et là, c'est Luno X qui est aux avant-postes. 3 coureurs pour Luno X. La Visma est en deuxième rideau. Derrière, quelques coureurs pour la Lidl Trek, pour la Cofidis. La banderole des 2 km. Alberto Dainese qui a un équipier devant lui. Pour Mikel qui a aussi un équipier. La Net Compagnie Neos, tiens, avec Axel Laurence, peut-être aussi qui va pouvoir faire le sprint, ou Ben Turner. Il reste du monde. Il y a certes plus Caden Groves ni Mats Pedersen, mais il y a du monde. Et là, le dernier coureur de l'Uno X, une fois qu'il aura fini son relais, problème, il n'y aura pas du tout son équipier Rasmus Stiller derrière lui. Il y aura les 3 coureurs de la Visma, avec Van Aert, Laporte et Brennan, qui sont parfaitement placés. C'est la seule équipe à être bien solidaire, à avoir un beau train. C'est même Van Aert qui est premier lanceur, Laporte en deuxième position, Brennan en troisième position. Ils sont toujours menés par le coureur de l'Uno X là. Ça sert à rien ce que tu fais, gamin. Laisse Van Aert travailler, s'épuiser, parce que là ils sont parfaitement protégés. On a l'impression, en plus ils ont un maillot jaune maintenant, l'Uno X, pour pas avoir un maillot rouge comme le leader sur cette Vuelta, et on a vraiment l'impression qu'ils travaillent pour la Visma là. Ça y est, ils s'écartent. 900 mètres de la ligne, c'est Wout van Aert qui est là avec Laporte en deuxième position. Donc Brennan troisième, Jordi Meus et Axel Laurence qui se battent pour la roue de Mathieu Brennan. On a un coureur de l'IF aussi qui est pas mal placé. Orlui Saola, Alessandro Romele, Wout van Aert qui s'écarte autour de Christophe Laporte de faire le dernier relais. C'est Jordi Meus qui est le premier dans la roue de Mathieu Brennan. Pour l'instant, Laporte qui continue son effort. Allez, c'est parti pour Mathieu Brennan. Jordi Meus dans sa roue. Pour l'instant, personne qui peut rattraper Mathieu Brennan. Il va s'imposer facilement. Facile, Mathieu Brennan. La deuxième place pour Jordi Meus qui était dans sa roue, mais qui n'a jamais pu vraiment le dépasser. Il a eu un sprint très court à faire, Brennan, parce que le super travail de Van Aert et de Laporte, il a eu un sprint même pas 150 mètres, 100 mètres à faire pour Mathieu Brennan. Et malgré la présence quand même de plusieurs adversaires, c'est Brennan qui s'impose. Deuxième victoire pour Mathieu. Assez logique, mais le travail de l'Uno X là, qui ont emmené le train de la Visma, c'était peut-être pas l'idée du siècle, parce que du coup, voilà, Wout van Aert, Laporte, ils ont pu faire leurs efforts au bon moment, sans trop se fatiguer, seulement dans le dernier kilomètre. Et Mathieu Brennan a pu tranquillement terminer. On revoit ce ralenti à la sortie du dernier virage. Il y a même une petite cassure entre Brennan et Laporte qui l'attend légèrement. Brennan qui revient, qui prend l'aspiration de Laporte. Jordi Meus aussi doit faire un petit effort. Il prend un petit mètre et ensuite c'est fini. Et les autres qui sont beaucoup plus loin, le coureur de l'IF, Alessandro Romele, Orlui Salar et Axel Laurence qui se battent. Mais c'est le coureur de l'IF, Vincenzo Albanese, qui était encore là et qui vient prendre la 3e place. Romele un petit peu bloqué dans les barrières qui va faire 4e. Axel Laurence 5e devant Orlui Salar. Et le 7e, c'est Christophe Laporte. Preuve que tous les autres étaient beaucoup plus loin. Travail parfait de la Visma conclu par Mathieu Brennan. Il compte autant de victoires que d'années, Mathieu Brennan. 21 ans, 21 victoires déjà en carrière. 21 ans, c'est quand même très très jeune. Il pourrait battre pas mal de records. Ce Mathieu Brennan, vraiment un grand espoir du cyclisme britannique. Sur cette Volta, 2 victoires sur 4 étapes. Voilà, il y en a eu 2 pour Brennan, 2 pour Pogacar. Et je sens que c'est pas la dernière, ni pour l'un ni pour l'autre. Aujourd'hui, il a été au-dessus du lot. Une équipe vraiment... quand tu as Van Aert et Laporte qui travaillent pour toi, il faut quand même du talent. Mais forcément, ça aide à gagner. Jordi Meus était dans sa roue. Il est resté dans sa roue. Il prend la 2e place. C'était déjà pas mal qu'il soit là. Il a survécu, lui, à l'ascension du jour.
Vincenzo Albanese donc 3e. Alessandro Romele pour l'Astana 4e devant Axel Laurence. Luis Olar a fait 6e, mais finalement a été relégué à la fin du peloton. Il a été jugé coupable d'un mouvement un petit peu dangereux. Pourtant, moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt Albanese qui avait bloqué Romele contre les barrières. C'est le seul mouvement répréhensible que j'ai vu. Mais les commissaires ont vu autre chose pour Luis Olar, donc qui ne sera pas dans le top 10. Christophe Laporte, du coup, 6e. Le reste du top 10 avec Alberto Dainese pour la Soudal, Vito Brett pour la Lotto, David Gonzalez pour la Pinarello. Et puis Wout van Aert, il a continué son effort pour terminer 10e. Pau Mikel, seulement 11e. Hugo Hofstetter, 13e. Rasmus Tiller pour l'Uno-X, 14e. L'Uno-X, là, ils se sont complètement ratés. Ils étaient aux avant-postes, mais leur sprinter était bien loin derrière. Brian Cocard, déception aussi. C'était une étape qui aurait pu être pour lui. Il fait seulement 16e. Ils sont 89 coureurs à avoir terminé dans le même temps, dont le top 10 et tous les coureurs du classement général. Magnus Cort termine dans un groupe à 4 minutes. Et puis Mats Pedersen, 156e à 10 minutes 46. Là, c'est quand même étonnant. Il doit payer ses efforts nombreux qu'il a fait durant le Tour de France pour ne pas être au niveau là aujourd'hui. Un groupe pour retrouver des coureurs comme Ben Turner, Ethan Hayter ou Caden Groves. Dernier du jour, c'est l'équipier de Tadej Pogačar, Ivo Oliveira, qui termine dans ce groupe-là à 10 minutes 46. Et puis, outre le non-départ de Kian Wijdebrooks, on a eu un abandon en cours d'étape. C'est quelqu'un qui a un nom de famille encore plus compliqué que Wijdebrooks. C'est le Hollandais Roel van Sint-Maartensdijk de la Lotto Intermarché. Le seul point positif de son abandon, c'est qu'on n'aura plus à prononcer son nom pour Roel, le Hollandais de la Lotto. Aucun changement au classement général. Tadej Pogačar toujours largement leader devant Primož Roglič et Henrik Mas. Au classement par points, Tadej Pogačar là aussi leader, et c'est Mathieu Brennan qui est désormais 2e de ce classement devant Ethan Hayter. Malgré tous ses efforts, il est que 3e de ce classement. Pour la montagne, Tadej Pogačar là aussi tranquillement leader devant Lorenzo Fortunato. Pas de changement pour le meilleur jeune. Oscar Only devance Jarno Vida et Ramses De Bruyne. Demain, une belle étape intéressante avec d'abord 2 cols, un de 2e, un de 3e catégorie, plutôt dans le premier tiers de la course. Ensuite, on a un col de 2e catégorie aux 2 tiers, mais surtout avant le final. On a un col de première catégorie de 9,4 km à 7% de moyenne. Mais il y a des passages à 20% et ce sont notamment les derniers kilomètres qui sont les plus durs. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, ces derniers kilomètres seront en terre. Donc là, ça promet des grandes difficultés, une grande bataille. Ça promet probablement un Tadej Pogačar qui peut-être va s'échapper parce qu'il est aussi bien à l'aise dans les pourcentages à plus de 10% que sur les terrains difficiles comme de la terre. La preuve pour ses nombreux succès sur l'Estrade Bianche. Donc voilà, ça va être une belle bataille aussi derrière pour la lutte pour le podium, pour la victoire d'étape. Est-ce qu'une échappée ira au bout ou est-ce que des équipes vont gérer ? Peut-être aussi que la Team Emirates, on a vu que c'était pas l'équipe la plus forte du peloton. Ils n'ont pas forcément géré toutes les échappées pour amener Pogačar vers la victoire. Il y aura malgré tout du suspense sur cette 6e étape de la Vuelta qui ne se jugera pas au sommet de ce col de première catégorie. Ensuite, il y aura encore 15 km de descente et 10 km de plat avant l'arrivée finale. Salut à tous, salut à toutes.